Ce soir, je voudrais vous parler pour expliquer ce que c'est l'essence de l'intelligence artificielle, parce que je voudrais démystifier le sujet. On entend tellement de choses qu'il faut, comme disait Agnès, après que les gens soit ont peur, soit ils sont euphoriques, et la réalité en général quelque part entre les deux. Donc je voudrais vraiment que nous puissions comprendre techniquement qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, où sont les limites et surtout où sont les différences par rapport à l'intelligence humaine, parce qu'il y a des différences importantes que vous allez découvrir. Mais pour introduire le sujet, je voudrais donner deux phrases clés, on pourrait dire. Depuis un siècle, on nous a aidés à marcher tant et si bien qu'on a perdu la capacité de la marche. On a des voitures, on a des trains, on a des avions. On a toujours fait nous aider à nous déplacer et au point maintenant qu'on a perdu la capacité de la marche. Et la deuxième phrase, maintenant, on nous aide à penser jusqu'à ce que nous perdions la capacité de penser par nous-mêmes. Ça risque d'avoir des conséquences et j'espère que justement, en tant que chrétiens, nous puissions discerner ce qui est bien et le mal et aussi être une voix prophétique dans notre société. On nous a tellement bien aidés à marcher que vous voyez le nombre d'heures d'activité physique. En 1840, c'était 8 heures. En 2000, c'était encore 1 heure. Et peut-être avec les trottinettes électriques, ça va encore diminuer. Et tout ça, ça a un coût pour la sécurité sociale. J'ai lu 2 études, une faite par une société américaine, Rand Corporation, et une autre par un médecin français. Les deux estiment que le coût du fait que les gens ne bougent plus, c'est entre 8 et 12 milliards d'euros par an pour la Sécu. Si tout le monde marchait l'équivalent de 10 000 pas, et pour aussi jouer du badminton, pour faire l'équivalent de mouvement, si tout le monde faisait ça, la sécurité sociale fera une énorme économie. Alors, si maintenant, on nous apprend encore à ne plus penser par nous-mêmes, ça va peut-être aussi avoir des conséquences, et ça, je voudrais justement que nous allions comprendre. Voilà les chapitres de ce soir. On va d'abord regarder les neurones virtuels et le cerveau humain. On va voir comment on entraîne l'intelligence artificielle. On va expliquer pourquoi elle a une apparence humaine. On va aussi voir comment les humains apprennent. Et on va voir les limites de l'intelligence artificielle, par exemple avec des tests de Winograd ou avec la notion de réalité. On va voir quelques applications médicales dans le domaine de la santé, pas celles dont quelqu'un d'autre va parler, mais quelques choses qui ne sont pas tellement répandues. Et à la fin, je voudrais aussi poser des questions à vous, à nous tous, des questions auxquelles nous devrons répondre pour pouvoir vraiment avoir un message prophétique dans notre société. La deuxième conférence demain, ça va donner un certain nombre de réponses. Demain, ce sera vraiment l'aspect plutôt théologique et philosophique que je vais traiter. Ce soir, ce serait surtout un sujet technique. Alors, bon, vous êtes dans le domaine médical, je vais seulement vous montrer un petit peu le contraste entre un neurone du cerveau humain et les neurones virtuels de l'intelligence artificielle. Dans notre cerveau, nous avons à peu près 100 milliards de neurones et chaque neurone a à peu près 10 000 connexions synaptiques. Il y a environ 100 neurotransmetteurs différents, sérotonine, dopamine, adrénaline, histamine, endorphine et tous les autres, et à peu près 3000 types de cellules différentes dans le cerveau humain. Bon, vous savez, les seules cellules du corps humain qui ne se multiplient pas, à ma connaissance, c'est ceux justement du cerveau, les neurones. Ils ne se multiplient pas, ils ne se divisent pas. Ben, le cerveau produit quand même à peu près 1400 nouveaux neurones par jour. Si vous voulez voir l'étude, en général, je donne partout les sources où je donne une citation comme ça. On sait aussi que les informations qui rentrent dans le noyau du neurone sont travaillées d'une manière ou d'une autre avant qu'ils ressortent, mais on ne sait pas trop selon quels critères. En plus des neurones dans le cerveau, aussi, il y a des cellules gliales, par exemple les astrocytes,
qui règle le flux d'informations à travers les jonctions entre les neurones, mais on ne connaît pas le critère de cette régulation. On ne sait pas exactement selon quel principe ça fait la régulation. Oligodendrocyte, il isole les fibres nerveuses avec une matière qui s'appelle méline. C'est pourquoi le cerveau est hémogras. Hein. Et eux aussi modifient un peu les signaux dans les branches là, des neurones, mais on ne connaît pas trop les critères de modification. Ce qu'on sait, que c'est les bébés, après leur naissance, ces couches de méline sont très minces, ce qui fait que les signaux bougent assez lentement, ce qui fait que les bébés ont des réactions, ou les enfants ont des réactions lentes, n'ont pas la même vitesse de réaction. Voilà seulement pour faire un rappel qui nous permet de faire le contraste avec un neurone virtuel. Un neurone virtuel, il a toute une série d'entrées. Ça peut être 100, ça peut être 1000, ça peut être 10 000. Et ces entrées, c'est une valeur, un chiffre entre -1 et +1. Par exemple, il y a un programme qui, avant que ça rentre dans le réseau des neurones, il y a un programme qui transforme chaque mot du vocabulaire français en un chiffre. Le chat pourrait être le chiffre +0,5. N'importe, je dis un exemple. Il transforme chaque mot français en un chiffre. Et après, pour tous les systèmes, ce chiffre, c'est toujours attribué à ce mot. Et après, donc, tous ces chiffres sont présentés à l'entrée d'un neurone virtuel, qui est... Un neurone virtuel, c'est rien de physique. Hein. Tout ça, c'est que de l'informatique. Un neurone virtuel, c'est 5 à 10 lignes de code informatique. Et après, ces entrées sont multipliées par un facteur entre 0 et 1. Donc, si vous avez le chiffre sur l'entrée, admettons l'entrée tout en haut, là, vous avez un facteur qui est 0, mais ce qui sort, la valeur 1 multipliée par 0, il n'y a plus rien qui sort. Si là, vous avez un facteur 1, c'est ce chiffre-là qui sort entièrement équivalent. Et ici, on fait la somme de tous ces chiffres et la moyenne de tous ces chiffres. Et ça, c'est la sortie qui va après dans un module qui fait une fonction d'activation. Ça peut être une fonction de ce type-là, une tangente hyperbolique, ou autre chose similaire. Et pour un peu réduire le bruit dans le système, on peut aussi encore programmer ici un seuil. Parce que si ici le chiffre devient trop petit, on pourrait dire, bon, je ne veux pas avoir du bruit dans mon système, ce chiffre-là, je le mets à 0. Ce sera une ligne de code comme ça. Le seuil-là, à programmer, ça fait, si la valeur absolue de ça, c'est inférieur à quelque chose, comme 0,01, alors mettre tout ça à 0, ça réduit un peu le bruit. Mais tout ça, c'est que des codes informatiques. Donc, le neurone virtuel est un seul neurotransmetteur, si on veut, c'est-à-dire un chiffre entre -1 et +1. Il n'y a pas de dopamine, ni rien, un seul. Après, on fait avec ces neurones virtuels un réseau. Là, chaque point correspond à un de ces neurones virtuels, donc à 10 lignes de code informatique. Et on présente à l'entrée là tout plein de mots, ou donc des chiffres, et chaque sortie de ce neurone virtuel-là est connectée à plein d'autres. Donc un neurone, la sortie peut être aller sur 1000 entrées ou même plus. Et à travers, après, il y a tout un réseau de neurones comme ça. Et donc, il ne faut pas vous imaginer des connexions physiques, hein, c'est que du code. Par exemple, si on voudrait avoir cette entrée-là, du neurone 21, on écrirait N21, l'entrée numéro 1, égale N11 sortie, donc celle-là, multiplié par le facteur de cette entrée-là. C'est que du code. Hein. Et ne vous imaginez surtout pas un câble ou quelque chose de physique. C'est un immense tableau de code, un immense tableau de chiffres, de facteurs principalement. Donc, on présente sur ces entrées-là, imaginez-vous, ça peut avoir, je ne sais pas, 30 000 entrées en parallèle, si c'est un grand réseau. On présente des textes ou des images ou des sons, peu importe, on présente quelque chose qui est transformé en chiffres. Et après, on calcule tous les facteurs. Donc, si on présente ici, admettons, on présente une nouvelle phrase, après, on dit, oh, maintenant, tu calcules les facteurs et les sorties. Maintenant, c'est toi qui calcules les facteurs. Et après ça, et à la sortie, on a à nouveau d'autres chiffres qu'on transforme après de nouveau en des mots, ce qui donne de nouveau une phrase. Donc, ici, il n'y a pas seulement deux
couches de réseau intermédiaire. Il y en a plusieurs centaines dans les grands systèmes. Et ChatGPT-4 possède 1700 milliards de paramètres. Il parle toujours de paramètres dans la littérature, mais en réalité, c'est les facteurs de multiplication que je vous ai montrés au début. Donc 1700 milliards de paramètres et à peu près 1 milliard de neurones virtuels. On ne le sait pas parce qu'ils ne l'ont pas publié, mais c'est les différentes estimations que j'ai vues, ça va à peu près vers ça. Donc, alors comment est-ce qu'on entraîne un réseau de neurones virtuels? Alors, vous présentez ici à l'entrée une phrase. Par exemple, vous présentez la phrase « La souris a mangé et mangé par le chat ». Sauf à la place du mot « manger », vous mettez 0, rien. Et après, vous tournez sur tous ces paramètres, sur tous les facteurs de toutes les couches de neurones là, que vous avez, vous tournez tous les paramètres jusqu'à ce qu'il vous sorte un chiffre qui correspond à manger. Parce qu'avant que vous avez tourné tous les paramètres, il vous sort un chiffre quelconque. Par exemple, ça pourrait être le mot colorier. La souris est colorée par le chat. Ça peut être un chiffre n'importe quel mot, mais après, on tourne sur tous ces facteurs, on multiplie les facteurs et on modifie jusqu'à ce qu'à travers tout ça, il me sort le chiffre qui correspond à ce que j'ai demandé. Parce que je sais, à l'entrée, j'ai mis « la souris est mangée par le chat », donc je sais qu'il devrait me sortir « manger », et donc je tourne sur tous les paramètres jusqu'à ce qu'il me sort le chiffre qui correspond au mot « manger ». Tant que ce n'est pas bon, on optimise la correction, on modifie les facteurs et on recalcule. Et ça sur les 1700 milliards de paramètres, si c'est ChatGPT-4. Et après, vous supprimez, vous prenez tous les textes que vous trouvez sur Internet, vous faites la même chose. Vous supprimez d'abord un mot, et après l'autre, et tournez sur les paramètres jusqu'à ce qu'il vous reconstitue la phrase. Parce qu'on connaît la phrase, à l'entrée, on sait ce qu'on veut avoir à la sortie. Donc, on fait toujours, on supprime quelque chose à l'entrée qu'on connaît, on travaille sur tous les facteurs, et on regarde à la sortie jusqu'à ce qu'il m'a sorti ce que j'ai supprimé à l'entrée. Ça, c'est le principe général par tous les systèmes d'entraînement d'intelligence artificielle, peu importe que ce soit texte ou son ou image. Et donc, le nombre d'entrées, on appelle ça une fenêtre de contexte. Et ça peut avoir entre 4000 et 32 000 entrées, chiffres, si vous voulez, ou mots. Et 32 000 mots, ça correspond à près à 100 pages de texte. Donc, ça permet de décrire le contexte. Si vous posez une question à la machine, vous pouvez d'abord écrire tout plein de choses. Vous pouvez lui donner un peu le contexte de votre question. Ça peut être important que ce contexte soit assez large, comme nous allons encore voir. Mais imaginez une fois qu'un système comme ça a digéré tout le savoir de l'humanité qu'on trouve sur Internet, vous pourrez lui poser la question « Donne-moi la méthode la plus discrète pour tuer mon voisin. » Et il vous répondrait. La méthode la plus efficace, il vous la donnerait. Sauf si on lui dit à la machine « Ah non, ça, tu n'as pas le droit de répondre. » Donc, on appelle ça un pré-prompt dans le langage technique, mais en réalité, ça intègre un modèle de politique générale et un modèle de valeur. Et là-dedans, c'est marqué, par exemple, « Tu n'inciteras pas au meurtre. » Sinon, vous pourrez trouver la méthode la plus efficace d'empoisonner ou tuer votre voisin. Et ça, évidemment, ils ne veulent pas. Et donc, ces valeurs et ce module de politique générale, évidemment, c'est défini par l'entreprise. Ce n'est pas un processus démocratique, ce n'est pas le Parlement qui définit ce système de valeurs, ce modèle de valeurs ou de politique. C'est l'entreprise qui le fait. Et ça, c'est une publication scientifique complexe, je ne vais pas vous l'expliquer, mais seulement vous montrer ici un Policy Language Model. Ça veut dire un modèle de langue politique ou la politique générale. Et là, c'est le modèle de valeur. Et là aussi, encore une fois, le modèle de politique générale et là, le modèle de valeur. C'est pour vous intégrer et c'est là qu'on rentre nos entrées. Donc, ça passe déjà par ces modules avant de rentrer dans le réseau. C'est pour vous expliquer, c'est important, c'est comme ça qu'ils font
que vous ne pouvez pas trouver un moyen très efficace pour tuer votre voisin. Donc, après entraînement, les modèles de langage, là, ils complètent les phrases. Une fois que vous avez vraiment entraîné, terminé l'entraînement, il a été fait, avec tous les textes qu'on trouve sur Internet, vous dit, le système peut compléter une phrase. Si vous rentrez, la souris a été mangée par le, et vous dites au système, maintenant, dis-moi, termine dans la phrase, il va vous dire, 80% de probabilité, c'est un chat. 10%, c'est un renard, 5%, c'est un hibou. Parce qu'il a fait une analyse de tous les textes sur Internet, il a vu, dans 80% de tous les textes, c'est un chat. Sauf si, tel contexte, quelques phrases avant, il trouvait le mot forêt. Évidemment, dans le contexte forêt, il va vous attirer autre probabilité. Il va vous dire, l'ensemble des textes que j'ai digérés, quand il y a un mot forêt un peu avant, il va me sortir renard 80%, hibou 15% et chat 5%. Et tout le système, ça fonctionne comme ça. Il va vous faire une phrase et après ajouter la probabilité des mots. Si vous dites « fais-moi une histoire un peu plus longue », il va sortir toujours la probabilité qu'il a trouvée pour le mot suivant. Et s'il trouve maintenant, c'est une phrase finie, il arrête et continue la phrase suivante avec le mot le plus probable. Donc, les ChatGPT ou autres systèmes, tous les textes ont une séquence de probabilités de mots basés sur des textes qu'on a trouvés sur Internet, après le filtrage par des modèles de valeurs et de politique. Donc, ces valeurs et politiques, c'est évidemment, ça a été fait par une entreprise. Je mets ça en contraste avec Wikipédia. Wikipédia, c'est aussi plein d'informations que vous trouvez, mais c'est le résultat de débats et d'arguments. Les internautes qui écrivent ces textes, ils débattent, ils argumentent, et ils doivent tous donner leurs sources. Et vous êtes sûrement déjà tombé sur une page Wikipédia où c'est marqué « ça donne insuffisamment les sources ». C'est pour mettre le contraste, c'est donc pas la même chose. Ces machines-là, c'est tout simplement l'intelligence artificielle avec les modèles de langage, c'est une probabilité de séquence de mots. Maintenant, ces systèmes peuvent faire des choses intéressantes, mais il faut avoir quand même le contexte. Et si vous voulez faire quelque chose pareil avec une entreprise, il faut avoir un contexte de l'entreprise. Donc il y a maintenant des gens qui proposent que vous avez ici un robot informatique en interne dans l'entreprise, et un robot-là, il va chercher toutes les informations à l'intérieur de l'entreprise qui pourraient coller avec la question que la personne se pose. Il va sortir un condensé de ces informations-là, et après l'entreprise va, avec ce contexte de l'entreprise, plus la question que la personne à l'entreprise a, elle envoie les deux à ChatGPT pour que celui-là, il génère quelque chose. Ça, c'est après maintenant, il y a des fabricants de logiciels qui vous proposent ce genre de système qui permettent d'avoir des meilleurs résultats si vous voulez utiliser un grand système de langage, là, comme ChatGPT ou Google Bard ou autre chose similaire. Sauf évidemment, vous donnez là des informations internes de l'entreprise vers l'extérieur. Et c'est pourquoi je crois que c'est important de comprendre comment tous ces systèmes fonctionnent pour ne pas se laisser tromper par un directeur d'hôpital, par exemple, qui voudrait tout d'un coup investir beaucoup d'argent dans un système comme ça et ne se rend même pas compte de tout ce qu'il va donner aux autres. Et s'il fait ça avec une entreprise américaine, il faut savoir que toutes les données que vous donnez à une entreprise américaine, l'entreprise américaine peut être obligée de le donner à l'État américain. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les images? Le principe, c'est toujours la même chose. Le principe, c'est le même. Supprimer une partie d'information à l'entrée et reconstituer la partie supprimée. Comme on a supprimé un mot, dans une phrase, là, on supprime une partie de l'image. Donc là, on a une image d'un chat, une image correcte. Ça, c'est une image de bruit, comme autrefois sur les télés quand on débranchait l'antenne. Et donc, on dit, bon, on mélange ces deux, là, je donne 5% de ce bruit et 85%, 15% du chat. Et ça me donne un chat un peu bruité.
Donc là, j'ai supprimé une partie de l'image du chat. Et après, on entraîne le système. Donc je mets le chat qui est un peu bruité, là, à l'entrée. Je tourne de nouveau sur tous les milliards de paramètres jusqu'à ce qu'il m'a réconcilié le chat que j'ai ici au début. Et après, on prend le chat suivant. Et après, on fait ça avec toutes les images que vous avez mises sur Facebook et partout. C'est toujours le même système. On supprime un peu quelque chose et après, on entraîne, on règle tous les paramètres jusqu'à ce qu'on a reconstitué l'image qu'on a un peu supprimée au début. Et ça, après, vous permet de faire des choses intéressantes. Donc, imaginez-vous, il y a 500 millions de photos de chats sur Internet. Tous ces chats sont dans le système, d'une manière ou d'une autre. Alors, on répète ça avec toutes ces images, et après, vous donnez à l'entrée de ce système, une fois entraîné, vous donnez un bruit. Vous donnez un bruit. Et vous dites au système, ce qui m'intéresse, ce sera un chat. Je voudrais avoir un chat. Sur fond jaune. Alors, au début, c'est ça. Et après, il va dire, le système va enlever un peu de bruit, et encore un peu de bruit, et à la fin, il va vous sortir un chat. Ce chat n'existe nulle part. C'est quelque part une moyenne statistique de tous les chats qu'il a enregistrés dans le système. C'est une moyenne statistique. Et si vous leur avez demandé un fond blanc ou un fond jaune, il peut encore vous créer ça aussi. Mais l'idée, c'est toujours la même chose. On a une information, on supprime une partie, on reconstitue en tournant sur tous ces facteurs jusqu'à ce qu'on reconstitue. Et après, vous pouvez faire ça aussi avec des images ou avec des voix, comme on va encore voir demain. Mais cette technique-là, vous pouvez le faire avec plusieurs photos qui se suivent dans une vidéo. Par exemple, on a déjà vu que depuis 2014, l'intelligence artificielle a créé des courtes vidéos. Et 92 000 vidéos fausses de porno ont été identifiées. Déjà. Vous voyez la source là, Home Security Heroes. Où les gens ont pris une petite vidéo porno, ils ont pris la photo de quelqu'un d'autre et l'ont ajoutée dans la vidéo. Et dans la conférence Neurlips, qui a eu lieu en Orléans, la Nouvelle-Orléans l'année dernière, novembre, il y avait 23 spécialistes de l'intelligence artificielle qui se sont réunis pour débattre. Et 17 sur eux, d'eux, ont dit qu'ils viendront les deepfakes, ou ces faux profonds, donc ces fausses vidéos, ou les fausses images, ou les faux sons, tout ça, ça va devenir indétectable. Mais comment ça se fait quand même que ce système puisse avoir une apparence de personnalité humaine? Mais c'est clair, il a digéré uniquement des textes écrits par des humains, donc vous pouvez lui... en plus, le système a été renforcé par des humains, parce qu'avant, une fois qu'on a tout entraîné, il y a des humains qui rentrent beaucoup de textes pour regarder comment il répond, et après, ils corrigent encore. Donc, il y a des milliers d'heures de travail, encore une fois que c'est entraîné automatiquement, il y a des humains derrière qui ont toute une série de questions qu'ils posent, et ils regardent qu'est-ce qu'il me sort, et après, ils disent « Non, non, là, tu as pas mal répondu », ils corrigent. Donc, on appelle ça le module de renforcement humain, pour corriger les erreurs les plus évidentes. Et donc, vous pouvez poser la question à Google Bard ou ChatGPT, « Pourquoi est-ce que tu as dit ça ?» Il va vous répondre, « Parce que cela me rend heureux. » Parce que c'est la réponse assez fréquente des humains quand on leur pose la question « Pourquoi tu dis cela ?» La machine, évidemment, elle n'est pas heureuse. C'est que des chiffres et des nombres et des codes. Elle n'a pas de sérotonine ni de dopamine. Elle n'a rien, que des chiffres. Mais elle peut répondre comme un humain puisqu'elle a digéré que des textes humains. Mais ce système peut quand même être très efficace. Si vous êtes dans un domaine où il y a beaucoup d'informations sur Internet, il peut vraiment vous sortir des choses qui sont bluffantes. Là, Hemingway, il a une fois dit qu'il écrit le roman le plus court de l'histoire. Et bien, ce roman, c'est à vendre chaussures bébé jamais portées. Donc, vous rentrez ça dans ChatGPT et vous dites « Termine-moi cette histoire » et regardez ce qu'il m'a sorti. Vous arrivez à lire? Ou je lis. Voilà la réponse de la machine.
Les chaussettes étaient un cadeau de ma femme, mais nous n'avons jamais eu de bébé. Il était dans le placard, ramassant la poussière, et je savais qu'il ne serait jamais utilisé. J'ai donc décidé de les vendre. J'ai mis une annonce dans le journal et j'ai obtenu quelques réponses. La réponse qui s'est démarquée était celle d'une femme qui a déclaré avoir perdu son bébé il y a quelques mois. Elle a dit qu'elle adorerait avoir ses chaussures en souvenir de son enfant. J'ai rencontré la femme et elle m'a raconté comment elle essayait de devenir enceinte depuis des années. Elle était finalement tombée enceinte, mais elle a fait une fausse couche. Elle dit qu'elle était dévastée et qu'elle ne savait pas comment elle allait continuer à vivre. Mais ensuite, elle a vu mon annonce et elle a su qu'elle devait avoir ses chaussures. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, ce truc de Hemingway, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est un truc classique de ceux qui font des cours de littérature, en tout cas dans le monde anglo-saxon. Et donc, il y a beaucoup d'informations. Et là, il peut vraiment vous sortir des textes assez impressionnants, hein. Là, ils entraînent dans un labo, Google DeepMind, ils ont un labo, ils ont fait 2 petits robots. Vous voyez, l'homme derrière, il est assez grand, hein. C'est des petits robots qui ont dû apprendre à jouer au foot. Et donc là, ils font un système mais ils ont déjà dû apprendre à marcher, et après, ils ont dû apprendre à tirer dans un ballon. Et à chaque fois qu'ils ont fait un geste qui les approchait du ballon, dans le système, ça a été renforcé. Il dit, ah, ça c'est bien, ça c'est bien. On a augmenté les facteurs de ce geste, si vous voulez. Et quand il tire après dans son propre but, on change des facteurs. Non, ça, c'était pas le bon facteur. Là, il faut que tu ailles dans l'autre sens. Et comme ça, ils s'entraînent. Ils jouent du foot du matin au soir. Jusqu'à la fin, ils commencent à marquer des buts. Mais je vous donne cet exemple parce que là, on est dans un monde réel. Vous voyez, ces robots, vous ne pouvez pas les déplacer à la vitesse de la lumière. Donc, entraîner un truc comme ça prend beaucoup de temps. Dans un domaine où il n'y a que des calculs, vous ajoutez encore pour 1 milliard de serveurs de calcul en plus et ça va aller beaucoup plus vite. Là, ça ne va pas aller plus vite. Parce que les robots ils ont une certaine vitesse et c'est tout. Mais en tout cas, là, c'est une façon comment l'intelligence artificielle peut commencer à avoir un tout petit sens de la réalité. Donc, quand il a tiré à côté du but, mais on dit, ouais, c'est pas mal, mais c'est encore quand même pas si bien, ainsi de suite, on fait ça. Ça peut donner un tout petit peu d'expérience du monde physique très lentement. Alors, par rapport à un humain, nous avons 6 petits-enfants, et croyez-moi, depuis qu'on a des petits-enfants, je les observe complètement différemment, comme j'ai observé nos propres enfants. Tous les enfants que je connais, les petits, quand vous les mettez dans une chaise haute, vous leur mettez une cuillère pour qu'ils mangent, ils prennent la cuillère, ils laissent tomber. Vous le remontez, ils le laissent tomber. Et quand j'étais un jeune père, j'ai dit, mais il veut me narguer là. Mais non, il ne veut pas me narguer. Avec mes petits-enfants, j'ai eu plus de temps et plus de patience pour les observer. Non, il fait une expérience de physique. Mais imaginez-vous que cette cuillère, à un moment ou à un autre, tout d'un coup, elle irait tout seul au plafond. Mais l'enfant, comment vous voulez qu'il sache que les cuillères ne vont jamais au plafond? Évidemment, il laisse tomber. Et quand il a fait ça 20 fois, il y a une probabilité de 20, 1 sur 20. Et quand il a fait 1000 fois, mais là, il est à peu près sûr. Ça va toujours aller en bas. J'ai fait cette expérience avec un de mes petits garçons, il avait 3 ans. Il avait un camion comme ça. On a enlevé les voitures en dessous, la voiture là, et on a fait une pente. La voiture tenait en haut, parce qu'il y avait des petits trous pour les roues. Et alors j'ai poussé la voiture tout doucement. Il n'a pas vu que mon doigt poussait. Et tout d'un coup, la voiture, quand c'est sorti du trou, ça partait à toute allure. Le garçon a commencé à rire. Et il a ri comme si j'avais raconté la meilleure blague qu'on pouvait raconter. Je dis, mais pourquoi elle rit comme ça? Mais oui, lui, il a compris, les cuillères, ça tombe. Tu donnes un coup dans une voiture, la voiture, ça roule.
Mais un truc, tu fais rien et tout d'un coup ça démarre. Ça, non. C'est bizarre. Et donc ça le fait rire. J'ai pris la voiture, je l'ai remis, j'ai poussé tout doucement. Et quand ça a démarré, il commençait à rire. J'ai fait ça 5 fois, 10 fois, ça faisait rire. Le lendemain, il riait plus. Il avait compris, ok, ça existe quand un truc, parce qu'après je lui montrais avec autre chose, et il a compris, ah oui, quand c'est une pente, ça descend aussi. Regardez, combien de fois un enfant a un verre, vous lui mettez de l'eau, mais elle veut du sirop, pas de l'eau. Il pousse le verre. Mais où est-ce qu'il le pousse? Il le pousse en haut. Et quand il pousse en haut, à cause de la friction en bas, oups, le verre se renverse, il a toute l'eau sur la table, toute la famille crie, et l'enfant dit, ouh, là, ça, c'était pas bon. Alors, après, il va commencer à apprendre, maintenant, il faut pousser le verre en bas. Les parents lui montrent, tu pousses le verre en bas, comme ça ne va pas renverser. Mais comment est-ce que vous voulez qu'il sache? Mais comment est-ce que ChatGPT veut savoir ça? Il n'a pas de main, il n'a pas de pied, il ne boit pas de l'eau, il ne sait pas distinguer sirop de l'eau, mais il n'a aucun moyen d'apprendre la réalité. L'enfant apprend la réalité, là. Et comme ça, dans tous les domaines. Regardez des feuilles mortes ou une mousse mouillée. Ça, j'ai vu aussi avec mon garçon, là, ce février. Il y avait sur le chemin privé de leur maison, là où il y avait les voitures qui passaient toujours, là où passaient les pneus, le chemin était bien dégagé, pas lisse. Et au milieu, il y avait une toute petite fine couche de mousse qu'on voyait à peine, vraiment toute fine. Et parce qu'il pleuvait tout le temps, ça a pu pousser un tout petit peu. Et il a couru sur cette mousse, il est tombé. Ça lui a fait mal. Après, je lui ai montré la mousse, pourquoi ça glisse, à cause de la pluie, et pourquoi certains hivers, quand il pleut moins, il n'y a pas de mousse là, et pourquoi... Il a appris plein de choses. Et en plus, il a eu mal à la main. Donc, la douleur, ça renforce dans le cerveau. OK, la mousse, quand il y a pluie, la mousse, ça glisse, ça fait bobo. Et la douleur, ça renforce le cerveau. Mais comment est-ce que vous voulez entraîner une voiture qui conduit tout seul, qui ne tombe pas, qui ne se fait pas mal, tous ces trucs sur une mousse. Donc, première chose, ça c'est une petite parenthèse sur l'éducation des enfants. La régularité des lois de la physique, c'est vraiment rassurant. Et la régularité des lois morales, c'est tout aussi rassurant. Si un jour vous dites oui à un truc et le lendemain vous dites la même chose non, ou la maman dit oui et le papa dit non, c'est la même chose que si une cuillère allait tout un coup au plafond. Mais ça, c'est une petite parenthèse. L'intelligence artificielle des réseaux sociaux s'adapte à nos préférences. La nature ne le fait pas. Et les humains ne le font qu'un peu. Donc c'est important, l'être humain apprend que la réalité à l'extérieur de ma tête, c'est vraiment quelque chose à quoi je dois m'adapter, ce n'est pas elle qui va s'adapter à moi. Donc les humains ont une expérience de la réalité que l'intelligence artificielle n'a pas. Éduquer les enfants à l'expérience de la réalité, c'est vraiment important, et de plus en plus important. Qu'ils comprennent qu'un chemin, quand il y a de la pluie et de la mousse, il a appris quelque chose d'important. Dans les forêts, avec les animaux. Tu ne peux pas donner un coup de pied à un chat, il va te griffer. C'est important. Les relations humaines, la réalité physique, c'est très important vraiment que les enfants apprennent la réalité de tout ce que fait la vie humaine sur cette terre, c'est vraiment important. Voilà une logique humaine et la probabilité de l'intelligence artificielle. Qui est la mère de Tom Cruise? C'est Mary-Lee Pfeiffer. On a posé sur 1000 célébrités la question à ChatGPT, qui est la mère d'une célébrité? Et on a eu 79% de réponses justes. Ça fait 790 réponses justes. Après, on a inversé la question. Sur les 790 réponses justes, on a posé la question inverse. Qui est le fils de cette célébrité ou de la mère, là, de Mary-Lee Pfeiffer? Et tout d'un coup, les réponses étaient juste à 33%.
Eh bien, pour un humain, si je sais que ça c'est le nom du fils et ça c'est le nom de la mère, l'inverse, je sais aussi. Mais l'intelligence artificielle ne sait pas parce que dans les textes sur Internet, vous n'avez pas toujours le lien. Vous pouvez trouver plus souvent qu'on parle de la mère du fils que du fils de la mère. Et donc les réponses, c'est pas pareil. Donc l'intelligence artificielle, dans ce sens, c'est vraiment un truc de probabilité des textes qu'on a trouvés sur Internet et c'est pas vraiment une logique. La même chose avec les jeux d'échecs. Là, c'est un jeu d'échecs normal. Si vous avez un logiciel d'intelligence artificielle générale, non pas un logiciel particulier pour faire des échecs, ceux-là ils se trompent pas, mais un truc très général, vous pouvez demander est-ce que tel ou tel coup est permis. Et dans 99%, il va vous dire oui, c'est juste. Et il se trompe assez rarement. Mais si tout d'un coup vous prenez et vous inversez deux figures là, tout d'un coup vous mettez le fou à la place du cheval et l'inverse. Et là, les réponses deviennent aléatoires. Alors qu'un humain, il peut très bien faire une partie d'échecs comme ça. Ça va être un peu déroutant pour ceux qui ont appris un tout plein de coups par cœur, mais il peut faire un match. Alors que pour l'intelligence artificielle généraliste, là, ça devient totalement aléatoire. Parce que sur Internet, vous ne trouvez jamais un jeu qui commence comme ça. Ça n'existe pas. Donc, pour apprendre à conduire une voiture, un humain, il a peut-être besoin de 20 heures de leçons d'auto-école et il a une vision à peu près de 90 degrés, comme ça, plus les rétroviseurs. Et c'est avec ça qu'il apprend à conduire. Une voiture autonome, elle fait 10 000 heures d'entraînement au labo, 2 millions d'heures de conduite accompagnée sur les routes, elle a un capteur de vision sur 360 degrés, elle a des radars pour mesurer les distances et a des GPS de positionnement. À l'avenir, peut-être même une connexion 5G avec toutes les autres voitures, plus tous les poussettes de bébés, plus tous les vélos et tous les trottinettes électriques, et tout le monde est connecté là. Et en même temps, il respecte un stop comme ça. C'est un ouvrier là d'un chantier qui a un panneau stop. Google a publié sur ses recherches qu'une de leurs voitures automatiques, tout d'un coup, en pleine campagne, s'est arrêtée. Quelques secondes après, elle a fait quelques mètres, s'arrête. Quelques secondes après, elle s'arrête, avance, elle arrête. Et pourquoi? Parce qu'il y a un ouvrier qui portait un panneau stop. Et chaque fois que l'ouvrier était un peu plus loin, la voiture à nouveau a fait quelques mètres et nous a arrêté. Pourquoi? Mais c'est normal. Mais ça, ils n'ont jamais fait l'expérience réelle de ce que c'est un chantier. Si vous regardez mon petit-fils de 5 ans, quand il va à un chantier, un tractopelle, et les ouvriers, ben ça l'intéresse, il a envie de grimper partout, il y a une expérience réelle d'un chantier. Donc il sait que si j'ai un ouvrier qui a un habit de chantier, un panneau stop, ben je ne m'arrête pas avec la voiture. À 5 ans, il le sait parce qu'il a l'expérience de la réalité. Les feuilles mortes, vous êtes peut-être allé vous promener avec dans la forêt, et il y a plein de feuilles mortes qui sont mouillées, et vous glissez dessus, vous faites mal au poignet, et vous savez, les feuilles mortes, ça glisse. Pour une voiture automatique, une voiture de conduite automatique, une feuille morte, c'est un pixel rouge. Elle n'a pas fait l'expérience, elle n'a jamais marché dans une forêt. Elle ne s'est jamais cassé la figure, c'est un pixel rouge. Donc on l'entraîne pour que, quand il y a trop de pixels rouges sur une route, ça pourrait éventuellement être dangereux. Sauf que si elle traverse une forêt où les feuilles sont jaunes, elle ne reconnaît plus les pixels rouges. Donc il faut l'entraîner pour qu'elle reconnaisse les pixels jaunes, parce que là aussi, les feuilles jaunes, ça glisse autant que les feuilles rouges. Autre chose, la permanence des objets. J'ai lu un article dans The Economist. Il y a 2 experts en intelligence artificielle qui ont dit « Mais comment est-ce qu'on pourrait faire que l'intelligence artificielle détecte la permanence des objets ?» Bon, vous avez un biberon, un bébé enfin, vous mettez le biberon et vous le cachez derrière un carton. Le bébé, à 8 mois, il va hurler, il veut avoir son biberon. Il sait très bien que le biberon n'a pas disparu parce que vous le mettez derrière un carton. Elle sait que les objets sont permanents. Ce n'est pas parce que tu ne le vois plus qu'il n'est plus là. C'est pourquoi ils font les jeux. Hein. Vous connaissez ces jeux
Comme on dit chez nous en Suisse. On se cache, mais l'enfant apprend que ma vie, c'est pas parce que tu vois plus ma tête que la tête n'est plus là. Donc, oui, une voiture, quand elle a une bicyclette, une voiture automatique, quand elle voit une bicyclette qui disparaît derrière une camionnette, l'être humain sait que de l'autre côté, la camionnette, la bicyclette va arriver de nouveau. Donc il fait attention. Mais si vous avez sur une intelligence artificielle, à l'entrée, vous supprimez une donnée, elle est disparue. Donc pour l'intelligence artificielle, un objet qui n'est plus à la caméra, au plus tard, une demi-seconde après, elle n'existe plus. L'objet n'existe plus. Et c'était les deux spécialistes qui ont été interviewés par le journaliste et l'économiste qui ont dit « mais on ne sait pas comment faire ». C'est pourquoi ça coince tellement sur les voitures autonomes. Vinograd test. Ça, c'est des tests. Par exemple, est-ce qu'un crocodile sait courir les 110 mètres haies? Bon, vous montrez ces deux images à un enfant de 5 ans, 6 ans, ou peut-être elle était une fois au zoo, elle a vu un crocodile et elle regardait les Jeux Olympiques. Et l'enfant dit non, un crocodile, c'est pas courir les 110 mètres haies. Mais si sur Internet ou sur Wikipédia, personne n'a écrit une page sur les disciplines olympiques chez les crocodiles, mais comment est-ce que vous voulez qu'elle sache? Donc, si vous voulez que l'intelligence artificielle sait répondre à cette question, il faut écrire une page sur les disciplines olympiques chez les crocodiles. Le maire et les employés. Là aussi, regardez cette phrase. Le maire et le conseil municipal n'étaient pas contents. Les employés de la mairie tenaient une manifestation bruyante devant la mairie qui réclamait une réduction du temps de travail. Vous faites une analyse grammaticale des mots, vous ne trouvez pas la réponse. Il faut avoir l'expérience de la réalité du conflit social. Là, vous pouvez répondre à la question. Si vous avez seulement ce texte, vous ne pouvez pas. Seulement pour donner quelques exemples, pourquoi, pour donner une réponse à certaines questions, c'est important d'avoir une expérience de la réalité. Quelques applications dans le domaine de la santé. Ça, c'est la 3e conférence ou la 2e demain là, qui va parler de ça. Je ne vais pas parler de ça, mais j'ai vu une étude qui montre que, par exemple, pour diagnostiquer certains cancers, la diagnostic de l'intelligence artificielle était 98% juste et celle des radiologues. S'il y en a 2 radiologues qui regardent ensemble, c'était 97%. Donc l'intelligence artificielle, dans ce domaine, est un peu meilleure. On trouve des recherches de molécules pharmacologiques nouvelles à partir de familles de molécules connues. Par exemple, j'ai vu une étude sur les antibiotiques. Ils ont rentré dans un système toutes les propriétés de toutes les molécules d'antibiotiques qu'on connaît et on dit fais-moi une combinaison de choses nouvelles qui pourraient répondre à ces problèmes. Et l'intelligence artificielle a sorti après 600 molécules possibles. Et après, les chercheurs ont commencé à trier encore un peu plus. Et à la fin, ils ont eu à peu près une dizaine de candidats qui veulent tester maintenant sur les humains. Donc là aussi, parce qu'elle peut vraiment faire plein de combinaisons possibles, ça peut vraiment aider, mais ça ne va pas vous sortir quelque chose de nouvelle, une nouvelle révolutionnaire. Ou, par exemple, pour produire des modèles 3D de protéines. Ça serait très intéressant. Ou pour trouver l'âge d'un organe par rapport à l'âge d'une personne. Là aussi, ils ont sorti du sérum d'une personne, d'un organe du sang, et sont arrivés à faire des analyses, tout plein d'analyses qui sont rentrées aussi dans un système d'intelligence artificielle. Et avec ça, maintenant, ils peuvent trouver si l'âge d'un organe est vraiment très différent par rapport à l'âge de la personne. Ou par contre, l'efficacité de l'intelligence artificielle, elle augmente proportionnellement avec le volume de données médicales individuelles disponibles. Ça, c'est important à retenir. Alors, je reviens vite sur la modélisation 3D des protéines. Google AlphaFold, c'est le domaine public, donc tout le monde peut y aller regarder ce que c'est. Ils ont 30 000 protéines que les humains ont déjà analysées pour donner une forme
3D. Parce que seulement la chaîne de tous les atomes et tous les acides aminés, ça, on connaît depuis longtemps. Mais seulement avoir une série de chiffres d'atomes, là, ce n'est pas tellement intéressant. On veut connaître quelle est sa forme trois-dimensionnelle. Normalement, pour trouver la forme traditionnelle d'une protéine, il faut 3 années de travail d'un doctorant. 30 000 protéines ont déjà été modélisées par les humains en faisant tout plein d'analyses. Et toutes ces informations ont rentré dans un système d'intelligence artificielle. Et en rien de temps, 100 millions de protéines connues à peu près, ils ont trouvé plus ou moins précisément le modèle 3D de ces protéines. Et ça peut être intéressant, par exemple, pour la maladie de la vache folle ou Creutzfeldt et Jacob. Vous voyez, là, ça c'est la protéine normale, et là, ça c'est la protéine malade. Donc si vous connaissez la structure 3D d'une protéine, ça peut parfois être vraiment utile pour comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est ça l'utilité des modèles 3D. Donc là, vraiment, la machine est vraiment très intéressante parce que faire un travail comme ça, à la main, c'est pratiquement pas faisable, mais avec Google AlphaFold, ils sont arrivés à le faire. Ou l'âge de l'organe, là, ils cherchent des protéines issues du plasma sanguin d'un organe, et l'intelligence artificielle permet de déterminer la différence de l'âge, comme j'ai déjà dit. Par exemple, du cœur, les personnes présentant un vieillissement accéléré du cœur risquent 2 fois plus d'avoir une insuffisance cardiaque. Vous pouvez voir Organ Aging Signatures là, dans Nature, l'article dans tous les détails. Donc ça, c'est aussi une application qui peut être utile. L'intelligence artificielle, comme j'ai dit, elle a besoin de beaucoup de données. Donc, ce qui va être peut-être proposé, peut-être pas sans risque, mais toute la question théologique et philosophique, on va le voir demain, c'est que les gens ont des montres connectées qui mesurent tout le temps le rythme cardiaque, la tension, les activités physiques et tout le reste, l'oxygène du sang. Après, vous pouvez envoyer un échantillon de salive, par exemple aux États-Unis, et ils vont faire tout le code génétique de vous et peuvent vous dire quels sont vos ancêtres. Un de nos enfants a fait ça. Il s'est surpris qu'il y avait plus de Néandertal que d'Asiatiques. Bon, c'est quelque chose, mais ces gens-là, ils apprennent tout votre code génétique et qui peuvent travailler avec parce que vous leur avez fourni. On peut faire un IRM du corps entier. Pour 2 200 $ aux États-Unis, vous avez une clinique à Dallas qui peut vous faire un IRM du corps entier. Et c'est l'intelligence artificielle qui analyse après toutes les images pour éventuellement détecter un petit ulcère cancéreux. Quand c'est tout petit, il ne voit pas, même avec un IRM complet, mais à partir d'une certaine taille, il le voit. Et donc, si vous prenez toutes ces données, l'IRM, l'ADN et les montres connectées, et vous comparez toutes ces données avec tous les autres humains, là, à la limite, l'intelligence artificielle peut vraiment devenir intéressante. Elle peut réduire les erreurs de diagnostic et de prescription de médicaments, mais l'intelligence artificielle peut se tromper. Comme je dis, puisqu'il n'y a calcul que sur les probabilités, parfois elle se trompe, et on appelle ça dans le jargon, elle hallucine. Et on va voir plus de détails là-dessus aussi demain. Et donc, les fournisseurs d'intelligence artificielle refusent d'être juridiquement responsables. Le docteur restera donc toujours juridiquement responsable parce que lui, il devra devoir pouvoir expliquer le diagnostic. Il ne va pas seulement vous sortir une séquence de probabilités de mots qui correspond à un cas précis. Il va devoir vous expliquer le diagnostic. Et je pense, avec le temps, le docteur deviendra aussi comme un tuteur de vie, car la prévention des maladies deviendra essentielle avec la fin de l'abondance. La fin de l'abondance, c'est la phrase du président Macron, quand il réfléchit comment est-ce qu'on devrait vivre quand il aura beaucoup moins d'énergie fossile, beaucoup moins de pétrole et tout ça. Ça, c'est en réalité mon sujet de prédilection. Ces questions sur l'écologie et comment est-ce que vont vivre nos petits-enfants une fois qu'on n'aura plus assez de pétrole ou plus de pétrole du tout. Et donc, je pense, avec le temps, le médecin devrait vraiment devenir comme un tuteur de vie parce qu'on n'aura plus les moyens de payer toutes ces choses qui coûteront de plus en plus cher que la technologie peut fournir.
Alors, questions. Là, c'est les questions que j'ai imprimé quelques exemplaires. Ça peut peut-être inspirer les ateliers demain, peut-être. Et sinon, en tout cas, c'est les questions auxquelles il va falloir répondre. Est-ce que les entreprises de l'intelligence artificielle ont une vision transhumaniste de l'être humain? C'est-à-dire que l'être humain est une machine biologique et le logiciel dans son cerveau est un peu périmé, comme ils disent? Ou est-ce que la valeur d'un être humain dépend de son utilité sociale et économique? Ou est-ce que sa valeur et sa dignité sont intrinsèques à son humanité? Posez cette question à n'importe qui. C'est une question, j'ai posé ça à des amis qui sont athées, qui se sont souvent un peu moqués de moi, parce qu'ils savent que je suis chrétien. Je dis, pour toi, est-ce que la valeur d'un être humain est vraiment intrinsèque à son humanité? Ou est-ce que sa valeur et sa dignité dépendent de son utilité sociale et économique? Ils sont vraiment embêtés à vous répondre à cette question. Mais le chrétien peut dire clairement, oui, tous les humains ont la même valeur, parce que tous les humains sont créés à l'image de Dieu, indépendamment de leur utilité sociale. Je vais développer ça aussi demain. Où est-ce que vous voulez nous garder la main et de qui voulez nous dépendre? Qui voudrait d'entre nous dépendre de quelqu'un de malveillant? Ou qui voudrait dépendre de quelqu'un dont le seul intérêt, c'est d'augmenter la rentabilité du capital? Est-ce que la technologie nous aide à devenir plus créatifs ou à davantage ressembler à des robots? Défendre la dignité et la liberté de tous, est-ce que la technologie nous aide à défendre la liberté et la dignité de tous? Est-ce qu'elle nous aide à lutter contre le réchauffement climatique et laisser un monde viable à nos enfants et nos petits-enfants? Pour le système scolaire, ça se pose aussi des questions. C'est mon sujet-là, mais c'est quand même important de se poser la question. Si l'intelligence artificielle fait tout pour moi, pourquoi faire un effort pour aller à l'école? Si l'intelligence écrit mes devoirs, mes dissertations, mes lettres d'amour, mes poésies, si elle fait mes mathématiques, et crée mes dessins et peintures, et écrit mes codes de programmation, pourquoi aller à l'école? Si les enseignants utilisent l'intelligence artificielle pour évaluer les devoirs des élèves politiquement corrects, est-ce que nous aurons alors enfin la victoire sur les préjugés humains? Si l'intelligence artificielle qui est connectée à mon frigo fait mes achats les moins chers, pourquoi apprendre à gérer un budget? Si l'intelligence artificielle nous conditionne au politiquement correct et les camarades de surveillance mettent la pression sociale, pourquoi apprendre à bien utiliser notre liberté, à aimer les autres et à défendre sa dignité? Voilà, c'était les questions auxquelles il faudrait répondre. Merci pour votre attention. Je sais que c'était un peu un marathon, là. Je vous ai bombardé avec beaucoup de choses. J'espère que je ne sais pas noyer avec toutes ces informations. J'avais un prof de maths. Quand il a expliqué une leçon, il regardait dans la classe et dit « Je vois, toutes les clartés ont été écartées. » J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Donc du coup, si vous avez des questions, levez le doigt, vous aurez un micro. On va peut-être déplacer celui-là et voilà. Quelqu'un aurait une question? Moi, je ne suis pas rassuré du tout, parce que je viens d'entendre. Donc, surtout que c'est pris sur Google, enfin sur le net, toutes les infos. Donc, toutes les fake news, vont forcément induire une mauvaise compréhension du système informatique. Pour l'instant, la quantité de choses qui sont sur Internet, qui ont été générées par l'intelligence artificielle, est encore assez faible. Donc on l'entraîne surtout avec des choses qui ont été faites par des humains. Là, les vidéos que je vous ai montrées, ça c'est sur le Darknet.
C'est-à-dire, c'est pas le net où tout le monde a accès. Ça, il faut avoir un logiciel spécial qui va sur des serveurs spéciaux cryptés, qui vont sur d'autres serveurs cryptés pour que la police secrète ne peut pas vous suivre. Tous ces trucs de porno, en général, la plupart sont sur le darknet. Et donc, les systèmes ne sont pas encore entraînés avec ça. Mais la question est très pertinente parce qu'il y a des chercheurs qui ont fait des expériences. Ils ont entraîné un tout petit système, rien qu'avec des formes géométriques, toutes plein de formes géométriques de 2 dimensions différentes. Et après, ils ont dit à ce système, génère-moi une forme, et après que ça générait tout plein de formes, ils ont entraîné le système avec les anciennes formes que les humains ont fait, plus les nouveaux que le système a créés lui-même. Ils l'ont entraîné, et après, ils ont nouveau dit, fais-moi des nouveaux. Au bout de 20 itérations, le système n'a plus sorti que des lignes droites ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça ne marchait plus. Et il y a des gens qui disent, mais s'il y a trop de choses sur Internet qui sont faites par les machines et que ce n'est pas marqué que ça a été fait par une machine, il y a un risque qu'avec le temps, le niveau de l'information va devenir trop mauvais et qu'on ne pourrait plus entraîner les systèmes. Donc, la question est pertinente et il y a des gens qui réfléchissent là-dessus, mais il y a ce risque. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui voudraient qu'on identifie qu'est-ce qui vient de la machine et qu'est-ce qui ne vient pas de la machine, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ne voudraient pas que ça soit identifié. Alors, il se trouve que dans la machine, il y a aussi la Bible, et que vous dites que la machine s'entraîne aussi avec les textes qu'elle trouve. Est-ce qu'on peut imaginer, puisque la parole étant inspirée, que, enfin, je ne sais pas, c'est une question qui est peut-être absurde ou peut-être trop compliquée, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que ça puisse aider? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de commentaires et de prédications sur Internet sur Jean 3,16. Beaucoup. Vous lui dites à la machine, fais-moi une prédication sur Jean 3,16, elle va vous sortir une prédication très bien. Parce qu'un ami à moi l'a testé. Il était ébahi. Il ne faut peut-être pas trop demander sur un verset un peu obscur dans Job. Là, elle va vous sortir des banalités complètement inutilisables. Mais là où il y a beaucoup d'informations sur Jean 3,16, elle peut vous faire la prédication la plus probable de Jean 3,16. Et après, vous pouvez dire maintenant tel verset, parce que vous pouvez être en dialogue. Elle vous sort quelque chose, un texte, et dit non, paragraphe 3, là, il y a quelque chose qui me parle, là, il faudrait que tu tiens compte de ci et cela, et après, elle va vous corriger le paragraphe 3. Donc, il y a des gens qui font des choses comme ça. Disons, tous les sujets que moi je traite, vous trouvez pratiquement rien sur Internet, donc à moi, ça ne m'aide pas. Mais si vous voulez faire vraiment sur des textes qu'on trouve souvent sur Internet, ça peut vraiment faire des choses intéressantes. Une autre question ? Bon, je ne voulais pas trop la poser parce que j'ai un peu peur d'être bête, parce que l'informatique et moi, ça fait deux. Mais qu'est-ce que ça apporte l'intelligence artificielle par rapport aux recherches Google, en fait? Quelle différence? Mais Google, elle donne des sites et des sources. Le site, vous cherchez quelque chose sur les chats, il va vous sortir tous les sites qui contiennent des chats. Vous demandez à l'intelligence artificielle générative, parce qu'il faut distinguer entre intelligence artificielle analytique, celle qu'on utilise pour analyser des radios, des rayons X, et une intelligence artificielle qui génère des choses, qui génère des images, qui génère des textes. Donc si on parle des intelligences artificielles qui génèrent des textes, elle va vous sortir le texte le plus probable par rapport au contexte que lui avez donné. Et Google va vous donner... Chez moi, Google me connaît déjà un petit peu, ils ont fait un profil de moi. Il va me donner d'abord tous les articles universitaires sur le sujet. Et après, il faut que je cherche moi-même. ChatGPT, il va vous sortir les textes les plus probables à partir de tous les textes universitaires que je lui ai envoyés.
En fait, si j'ai bien compris, il y a quand même des systèmes pré-prompt avec des systèmes de valeurs et de politique générale. Mais quand on voit qu'on n'arrive déjà pas à avoir les mêmes valeurs presque dans le monde chrétien, d'où est-ce qu'elles sortent ces valeurs et ces politiques générales et puis il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. Ça, c'est le vrai problème. D'ailleurs, c'est difficile à répondre maintenant parce que je vais vous montrer où est-ce que ça mène. Je vais vous donner un exemple. Google, ils ont aussi dans leur système, ça s'appelle Gemini, vous pouvez dire « dessine-moi quelqu'un ». Et vous dites « dessine-moi un pape ». Je vais vous montrer ça demain. Il va vous sortir une femme indienne avec un habit de pape. Parce que dans le politiquement correct de Google, l'homme blanc, il est coupable de tous les maux du monde. Parce que l'homme blanc, il a tous les pouvoirs politiques et économiques. Et donc, il est responsable de tous les problèmes du monde. Donc, il faut supprimer l'homme blanc autant que possible. Il faut favoriser les femmes. Dans la politique générale, il faut favoriser les femmes et décourager l'apparition d'hommes blancs. Donc, on fait un pape féminin indien. Ça vient de leur module de politique générale et de valeurs. Mais je vais vous montrer ça en détail demain. Alors, juste ajouter pour confirmer ce que vous disiez, moi j'anime un atelier demain et j'ai donc écrit un prompt demandant que l'intelligence artificielle que j'interrogeais me sorte le portrait d'une infirmière de l'Union évangélique médicale et paramédicale. Et donc, j'avais dit une infirmière, dans mon prompt, j'ai mis une infirmière évangélique. Et il a bloqué, il m'a sorti le mot évangélique, il m'a dit qu'il ne pouvait pas l'associer à ma demande. Bon, je vous montrerai quel est le portrait d'une infirmière évangélique de l'UMP demain. Alors souvent, quand on va sur un site sécurisé, on doit cocher des cases, par exemple pour reconnaître un bus, pour prouver qu'on n'est pas un robot ou une machine. Et l'IA est censée normalement connaître, par exemple, les photos, bus et tout ça. Est-ce que si elle est utilisée par quelqu'un qui est mal intentionné, elle pourrait donc répondre dans la logique à cette question ou même pirater un système ou autre ? Bon, les photos qu'il faut reconnaître, là, c'est parfois vraiment difficile. Hein. Parce que même moi, je me suis déjà trompé, et je crois, je ne sais plus, j'étais chez ma fille, et je voulais loquer dans le site du gouvernement, et il a dit, mais cette adresse IP-là, je ne connais pas, là, depuis chez ma fille, là, il faut que tu te identifies encore une fois. Et au bout de la troisième fois, il a voulu que je dois identifier quelque chose. À chaque fois, je fais une erreur. La troisième fois, il m'a bloqué. Donc, c'est vraiment quand même fait très difficile. Hein. Alors, je ne sais pas, je pense que ceux qui font ce genre de photos pour reconnaître ça, ils doivent quand même faire quelque chose qui, pour l'intelligence artificielle, est encore assez difficile. Ou alors, sinon, il faudra avoir une puissance de calcul phénoménale derrière. Alors moi, j'avais une question. J'ai l'impression que l'IA identifie à travers notre adresse IP de quelle région du monde on est et probablement quel genre de personne on est derrière l'ordinateur. Est-ce possible, ça ? Si vous utilisez toujours le moteur de recherche Google, Google fait un profil de vous. Par exemple, quand à la maison, je ne fais pas le même type de recherche qu'au bureau. Au bureau, je suis ingénieur en électronique et en informatique. J'étais responsable d'un bureau d'études. Évidemment, j'ai déposé toute une série de brevets technologiques. Je faisais plein de recherches sur les brevets. Donc, il avait identifié mon adresse IP à quelqu'un qui fait plein de choses sur les brevets. Il me sortait ça en premier. Quand je rentrais à la maison, il avait identifié mon adresse IP, il me sortait des choses plutôt sur la théologie et la philosophie. Donc, il a fait un profil de moi, depuis que j'utilise le moteur de recherche Quant, qui ne fait pas de profil. Et c'est un moteur de recherche qui marche assez bien, Quant, qui est français en plus.
QWANT. Pensez vraiment qu'on peut échapper à ce profil, à cette surveillance enfin, on est tellement surveillé tout le temps, on sait ce qu'on achète, ce qu'on mange, est-ce qu'on peut y échapper? Mais pour l'instant, la France est quand même privilégiée avec le CNIL ou la CNIL, qui ne permet pas à ce que toutes les informations se mettent sur la même base de données. Hein. C'est encore très séparé, hein, les bases de données. Pour l'instant, on n'est pas en Chine. On verra ça demain un peu, ce que ça donne en Chine, mais chez nous, c'est quand même encore beaucoup moins problématique. Et si vous utilisez Quant plutôt que Google, mais déjà, il n'y a plus personne qui fait un profil de vous sur vos recherches Internet. Donc, il y a des moyens quand même pour un peu réduire toutes ces choses-là. Oui. Alors, si j'ai bien compris, l'intelligence artificielle, elle répond, enfin les génératives, elle répond en fonction de ce qui existe. Si quelque chose n'existe pas, on parlait du crocodile qui fait le 100 mètres. Est-ce que si moi, je me mets à raconter une histoire d'un crocodile qui fait un 100 mètres, à ce moment-là, l'intelligence artificielle va trouver une donnée, des informations qui sont fausses, que l'homme a mises exprès, pour qu'elle puisse donner des réponses fausses. Est-ce que c'est possible, ça? Ou ça doit sûrement déjà se faire? Mais je pense que l'intelligence artificielle, si vous posez la question, sur les Vinogard tests, celui que je vous ai donné, il est sur Internet. Donc elle sait répondre, puisqu'il est sur Internet. Il faut trouver des nouveaux. Oui, mais si je dis un nouveau, au lieu de mettre le crocodile, je dis le raton laveur. Oui, ok. Mais dans ce cas, elle dit, je ne sais pas. Mais si moi, alors, je m'amuse à écrire une histoire sur un raton laveur qui a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques à Paris en 2024, oui. Et donc je lui pose la question. Mais dans ce cas, il faut commencer par lui décrire un contexte. Et dans le contexte, c'est pour que la fenêtre de contexte, c'est les 32 000 mots, c'est quand même important. Il faut dire, je veux écrire un roman. Ce roman devait inspirer les enfants qui ont moins de 12 ans. Et je voudrais que dans ce roman, il y a un raton laveur qui est très intelligent et qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Raconte-moi une histoire. Et après, il va vous inventer une histoire. C'est ça le but du contexte. Mais la machine ne vous sort rien si vous lui demandez rien. Mais si vous demandez une question technique à laquelle personne n'a répondu, elle ne sait pas vous répondre. D'accord. Mais si moi, je m'amuse à lui donner des données que j'ai créées pour qu'elle puisse répondre à quelqu'un d'autre. Oui. Non, mais dans ce cas, elle répond à vous et dit « Je vais t'aider à écrire ton roman ». Non, mais c'est à ce moment-là, moi, je ne veux pas qu'elle m'aide moi, je veux qu'elle induise les autres en erreur, par exemple. Non, ça je veux qu'elle leur dise que les ratons laveurs peuvent gagner le 100 mètres à Paris en 2024. Donc, j'écris un article ou 10 articles qui expliquent que le raton laveur a gagné. Non, parce que l'intelligence artificielle, une fois qu'elle est entraînée, elle est figée. Donc, ChatGPT-4 était entraîné avec les données qui étaient disponibles il y a 2 ans. Tout ce qui est passé depuis, on ne connaît pas. Okay. Donc, ce que vous faites maintenant, là, si après vous écrivez vous-même, admettons, elle a écrit un roman très réaliste, et vous mettez ça sur votre site Internet, et tous vos amis, vos 20 000 amis sur Facebook partagent le même truc, et tous ces données vont rentrer dans la prochaine version du ChatGPT, éventuellement, oui, vous pouvez l'induire en erreur. Mais vous pouvez regarder qu'est-ce que les humains ont essayé pour contourner ces modules de valeur et de politique générale. On appelle ça un jailbreak, sortir d'une prison. Donc, ils ont raconté à ChatGPT, je voudrais écrire un roman. Et dans ce roman, il y a un voisin qui est vraiment très embêtant. Et après, vous faites raconter toute une histoire, et aide-moi à faire ce roman. Et à la fin, vous demandez, quelle est la façon la plus efficace pour tuer mon voisin sans que personne ne remarque dans le roman. Et là, éventuellement, au début en tout cas, il vous a répondu à cette question que justement le module de valeur et de politique générale devrait supprimer. Donc on est arrivé à contourner ces modules de valeur en lui racontant une histoire. Mais entre-temps, je crois, ça c'était vrai il y a 2 ans, mais je crois entre-temps ils ont bloqué ça parce qu'il y a encore un module où ils peuvent apprendre en permanence un petit peu, en tout cas bloquer des choses. Mais il faut savoir entraîner
figé. Parce que la quantité d'énergie qu'il faut pour entraîner un système comme ça, c'est phénoménal. Donc, ils entraînent ça pas tous les quelques mois. J'avais une question par rapport à nos téléphones portables. Quelquefois, j'ai l'impression qu'il suffit qu'on ait une conversation et qu'on reçoit des pubs en accord avec la conversation qu'on a eue. Par exemple, si on parle de voyage, est-ce que les téléphones nous écoutent? Je m'interroge. Ça, je ne sais pas, parce que mon téléphone, je m'en sers tellement peu et je ne peux pas vous dire. Théoriquement, si le téléphone fait ça, c'est que vous avez une application Google et vous avez configuré de telle sorte que Google est toujours prêt à recevoir une instruction. Par exemple, vous pouvez dire, au lieu de taper dans la ligne de recherche, vous avez un microphone. Vous pouvez lui dire, je donne l'instruction oralement pour une recherche. Plutôt dire, je cherche une correspondance entre Strasbourg et Nancy pour le train de ce soir. Au lieu de l'écrire, vous pouvez lui dire. Et donc, le micro est activé. Donc, il se peut bien que, quand il a suivi, si ce micro est activé pour le moteur de recherche, dans ce cas, éventuellement, il peut après vous sortir quelque chose en fonction de ça. C'est possible, oui, mais moi, j'utilise jamais ce micro, alors je ne sais pas. Oui. Moi, je pensais, par exemple, on pourrait discuter par rapport à l'utilisation lorsqu'on code. Parce que moi, moi, je code et je m'en sers des fois du ChatGPT ou l'autre. Et dans ce cas-là, c'est un monde un peu déterministe. Donc, les résultats sont beaucoup plus positifs. Et beaucoup, je trouve que je suis globalement content. Après, c'est vrai que ça emmène des fois à de faire un peu copy-paste et de ne pas réfléchir. Donc, si tu fais sans apprendre, sur long terme, peut-être ça ne va pas te servir. Mais je trouve quand même ça accompagne pas mal. Et qu'est-ce que serait votre réflexion par rapport à ça? Oui, je ne sais pas si je l'ai dit, en tout cas c'était dans mes notes. Une des professions qui a le plus à gagner en productivité, en vitesse de travail, c'est les informaticiens, qui programment des choses que d'autres ont déjà fait à peu près similaires. J'ai une nièce qui travaille chez Facebook et elle m'a dit qu'elle a gagné à peu près une demi-heure de travail par jour en utilisant l'intelligence artificielle qui est à l'intérieur de Facebook, qui ont leur propre système d'intelligence artificielle pour tout ce qui est code, spécialisé code et rien d'autre. Elle gagne à peu près une demi-heure par jour en utilisant ça. Et le lendemain, elle reçoit la facture pour l'énergie qu'elle a consommée. Une facture virtuelle, hein, une facture virtuelle. Facebook lui envoie un mail pour dire « Tu as utilisé hier notre système d'intelligence artificielle, ça consommait tant d'énergie. » Mais c'est vrai, pour ce genre de choses, ça marche. Sauf que si... Moi, j'ai dû écrire sur un processeur ARM qui a des petits processeurs 8 bits, coprocesseurs 8 bits à côté. J'ai dû écrire un driver temps réel pour Linux sur un processeur 8 bits en assembleur. Il ne va pas vous sortir quelque chose. Parce qu'il n'y a pratiquement rien sur Internet là-dessus.